Alors, mais d'abord les 4 vérités. Ce matin, c'est Jeff Wittenberg qui reçoit Bernard Poignant, un proche de François Hollande, que vous nous présentez maintenant, Jeff. Oui, Bernard Poignant, qui est un conseiller influent du président et aussi un de ses amis depuis plus de 30 ans. Effectivement, bonjour Bernard Poignant. À ce titre d'ami, de conseiller, est-ce que vous aviez imaginé ce coup de tonnerre d'hier soir, ce renoncement du président? Non, et je ne connaissais pas la décision. Je l'ai apprise en regardant la télévision et je la respecte. Je peux même la comprendre. Et en même temps, elle a attristé beaucoup de monde. Alors pourquoi vous dites-vous, je peux la comprendre? Qu'est-ce qui a décidé selon vous François Hollande alors qu'il montrait tant de signes d'une envie plutôt d'y aller? Oui, je pense qu'il a dit lui-même l'exercice de lucidité qu'il a fait. Il a considéré qu'il n'était pas la personne qui pouvait rassembler en ce moment toute la gauche, et en particulier sa famille politique. Personne n'est mieux placé que lui lorsqu'on regarde les sondages. Je crois, mais lui a considéré que ce n'était pas le cas, puisqu'il l'a dit. Je prends acte de son analyse. Il a vu la tournure que prenaient les primaires, la nécessité pour qu'il y aille, alors que je sais qu'il considérait qu'un président de la République en fonction, ce n'était pas facile d'entrer dans une logique de primaire d'un seul parti. Vous lui aviez conseillé, vous, d'être candidat sans passer par les primaires? C'est pas comme ça que ça passe. J'étais très hostile aux primaires, mais je m'y étais fait. Je considérais que c'était une méthode qui était décidée par le Parti socialiste et donc qu'il devait s'y soumettre. Mais les derniers jours m'ont ébranlé dans cette conviction, puisque lorsque j'ai vu Montebourg faire appel à la droite pour venir le battre, lorsque j'ai entendu Claude Barthelone demander au président et au Premier ministre de venir se confronter dans cette primaire, et lorsque j'ai lu l'interview du Premier ministre au journal du dimanche, là j'ai trouvé que la coupe était pleine et que ça débordait même. Et donc qu'il n'avait d'autre choix que de renoncer alors, si non, je comprends bien. on a toujours d'autres choix. Mais je considérais qu'à ce moment-là, et ce fut mon dernier avis ou mon dernier conseil, que vous lui avez transmis, soit il n'était pas candidat, soit il était candidat sans tenir compte de ses primaires, qui était un massacre annoncé. Alors, vous avez vu le président hier soir, après sa déclaration. Est-ce qu'il était d'abord ému, triste, ou peut-être soulagé finalement face à une perspective qui s'annonçait si périlleuse? Un mélange de tout ça. Je l'ai vu quelques instants, une petite dizaine de minutes, avec Jean-Pierre Jouyet, Vincent Feltès. J'ai trouvé un homme ému de sa décision, soulagé non pas de l'avoir prise, parce qu'il l'avait forcément prise, mais de l'avoir annoncée aux Français. J'ai trouvé un homme fier du travail qu'il avait accompli, et j'ai trouvé un homme, du coup, serein. Et en même temps, combatif, parce que... Combatif? Comment peut-il être combatif désormais alors qu'il s'est mis hors jeu? Oui, il est hors jeu de l'élection présidentielle. Il ne s'est pas mis hors jeu de la politique, hein. Et justement, comment vont se passer ces 6 derniers mois, alors que de fait, par cette décision, son prestige, son pouvoir est amenuisé? Comment peut-on prendre des décisions alors qu'on n'incarne plus l'avenir? Il peut toujours parler. Il peut toujours parler, parce que je sais, il le dit d'ailleurs dans son intervention, mais pas aussi clairement que moi je vais vous le dire. Je pense qu'il a une obsession, c'est que la gauche ne soit pas éliminée du second tour de la présidentielle, et que ce second tour oppose que la droite, désormais radicalisé derrière Fillon, et l'extrême droite. Parce que quel est le sens d'un quinquennat si le second tour élimine la gauche? Et donc, il l'a dit. Vous êtes en train de nous dire qu'il fera campagne pour le candidat de la gauche? Si j'avais un conseil à lui donner pour la primaire, je lui dirais, t'en mêle pas. Mais après la primaire, c'est une autre période qui va s'ouvrir. Là, je ne peux pas la prophétiser, hein, ni l'inventer. Il verra ce qu'il fera ou ce qu'il dira. Alors avec le recul, qu'est-ce qui aura, selon vous, finalement le plus dégradé ce quinquennat? Est-ce le manque de résultats, ou est-ce la succession des déconvenus pour le président, de l'affaire Cahuzac, au déboire de Valérie Trierweiler, en passant par les démissions de Montebourg, Taubira, Macron, pour ne citer que? Alors tout ça s'accumule et s'ajoute sans doute. Mais c'est plus les résultats pour moi, la source en fait du problème du quinquennat, c'est lorsque il arrive et qu'il prend plus grande conscience
qu'un des problèmes de la France, c'est la compétitivité de ses entreprises si on veut faire baisser le chômage. Le problème, c'est que ça n'a pas été expliqué comme ça pendant la campagne. Ça a été dit, hein, mais ça n'a pas été la et puis force. il y a eu toutes les affaires qui ont parasité Oui, ce alors, mais quinquennat. lui n'est Celles pas que mêlé nous à ces venons affaires. d'évoquer. Il n'est pas mêlé à ces Mais affaires. elle le touche par ricochet. Elle le touche par ricochet, mais on ne peut pas dire qu'il est mêlé. C'est au moins un président. Peut-être ne les a-t-il pas bien gérés. On voit dans les sujets, par exemple, l'affaire Leonarda, lorsqu'on revient sur cette affaire, ça a dégradé son image, clairement. Oui, ça a pu la dégrader. Mais si je reviens sur cette affaire, qu'a-t-il voulu éviter? Qu'a-t-il constaté dans cette affaire qu'il a découverte, forcément? Pas lui qui a demandé d'arrêter cette jeune fille. Il a vu que la jeunesse de France, des lycées, pouvait se mettre en branle. Donc il voulait arrêter ce mouvement. Il sait très bien que si on laisse la jeunesse, 500 000, 1 million de jeunes dans les rues, quelque chose se bloque. Donc en fait, parce que dans son quinquennat, il a toujours cherché à ce qu'il n'y ait pas de brûlure dans la société. Là, il l'a fait pour ça. De même, il a cité la déchéance de nationalité. En reconnaissant une erreur. Voilà, en reconnaissant une pas erreur. cherché Mais justement pendant ce quinquennat à satisfaire tout le monde. Il le reconnaît. Décevoir tout le monde. Et en même temps, quand il décide cette mesure le 16 novembre, quelle est sa crainte? Sa crainte, c'est qu'après les attentats, la société française se disloque. Et donc, il veut que tout le monde s'y retrouve dans son discours. Et puis, patatras, chaque c'est décision raté. sera revisitée par l'histoire. Vous pensez que dans l'avenir, on rendra justice, entre guillemets, à François Hollande et on considérera son bilan plus positivement qu'aujourd'hui? Je le pense. En tout cas, je le crois même, plus que je ne le pense, parce que quelque part, il aura beaucoup transformé, plus qu'on ne le dit, la France. Il aura en même temps transformé la gauche elle-même, et je pense le Parti socialiste, qui pendant 10 ans n'a pas suffisamment travaillé la période qu'il attendait. C'est Manuel Valls maintenant qui doit incarner les chances de la gauche dans cette ça, présidentielle. il va y avoir une primaire. Mais vous, votre avis? Ah non, moi, je ne me prononce pas, je suis orphelin de mon candidat. Mon candidat, c'était François Hollande. Je ne l'ai plus. Donc il faut me laisser le temps de respirer et de voir comment se déroule l'annonce des candidatures, le déroulement de la campagne. Je ne suis même pas sûr que je m'en mêle. Je vais attendre la fin de cette première histoire. Après, il y en aura une autre. Eh bien, merci beaucoup Bernard Poignant. Merci. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, bonne journée.